Bonjour tout le monde, c'est Nitobag, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de cette saison 2 d'Euphoria, saison 2 qui s'est terminée hier, le 28 février 2022. Saison 2 que j'ai fortement appréciée et dont je voulais faire un petit peu un bilan et revenir sur un petit peu l'ensemble, puisque en fait, vous pouvez le voir sur ma chaîne, j'ai fait l'analyse des épisodes un par un, vu que tous les lundis il y avait un nouvel épisode, un épisode par semaine. Du coup, j'ai fait l'analyse de chaque épisode, mais là j'aimerais faire un bilan beaucoup plus global sur cette saison 2 et un petit peu aussi un bilan plus global sur la série globalement. Qu'est-ce que c'est Euphoria, qu'est-ce que ça vaut? Je pense que je vais d'abord faire une partie sans spoiler, comme pour des gens par exemple qui tomberaient sur cette vidéo mais qui n'ont pas forcément vu Euphoria. Et après, je ferai une grosse partie spoiler où je pourrai revenir en détail sur des scènes ou d'autres choses. Mais je pense que je vais d'abord commencer par ne pas spoiler et raconter un petit peu. Enfin, ne pas spoiler la saison 2, hein. Je vais peut-être quand même faire des spoilers sur la saison 1 parce que, bon, la saison 1, pour moi, j'ai l'impression que tout le monde l'a déjà vue. Mais bon, la saison 2, c'est pas encore le cas. Alors déjà, en France, où est-ce qu'on peut trouver la série? On peut la trouver sur Canal+ ou sur OCS City. Je crois que c'est comme ça. Et sinon, vous pouvez toujours voilà, utiliser un VPN pour le regarder sur HBO et tout, mais c'est beaucoup moins pratique. Ou la trouver en streaming si, voilà, je ne vais pas vous donner les moyens ici, mais voilà, vous pouvez toujours la trouver, je pense. Du coup, Euphoria, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte tout simplement l'histoire d'adolescents qui sont au lycée, qui vivent tout simplement leur vie d'adolescent. Donc c'est parsemé de sexe, c'est parsemé de drogue, c'est parsemé d'amitié, d'amour, de plein d'émotions différentes. Et on va suivre l'actrice principale de cette série, c'est Zendaya, qu'on connaît tous pour de nombreux rôles, notamment parce que c'est la petite copine de Spider-Man, oh c'est la petite copine de Tom Holland dans la vraie vie aussi d'ailleurs. Et du coup, Zendaya d'ailleurs qui marque une performance absolument incroyable dans cette série, elle est vraiment brillante et elle mérite. Elle a déjà gagné un Emmy Award pour, ou alors elle avait juste été nominée, mais je crois qu'elle avait gagné un Emmy Award pour la saison 1. Mais là pour la saison 2, elle mérite de gagner encore des titres Oscar, Emmy. Non mais elle mérite de gagner beaucoup de titres parce que vraiment sa performance est absolument exceptionnelle dans cette série et elle joue parfaitement le rôle de drogue addict, tellement parfaitement qu'on a l'impression qu'elle l'est vraiment dans la vraie vie, que Zendaya est drogue addict, mais c'est pas le cas. Apparemment, je me suis renseigné, c'est pas le cas. Mais non, mais franchement, déjà, j'aimerais quand même souligner cette performance de Zendaya qui est quand même assez folle et la performance de tous les acteurs en général, puisque aucun acteur ne joue mal et le casting est vraiment, même si c'est des acteurs que vous n'avez pas vus dans d'autres séries, eh bien c'est quand même un très gros casting avec des acteurs qui jouent très bien. Je voulais d'ailleurs donner une petite mention spéciale quand même à Sydney Sweeney, qui est l'actrice de Cassie, qui joue parfaitement l'adolescente perdue, qui n'arrête pas de pleurer, qui ne sait pas ce qu'elle veut, etc. et qui arrive parfaitement à jouer la tristesse. Voilà, je trouve ça complètement fou d'arriver à jouer aussi bien la tristesse. Elle va pleurer tellement de fois dans la série, ce personnage et cette actrice, Sydney Sweeney, que bon, des fois c'est des fausses larmes, hein, je pense. Je ne sais pas trop les backstage, mais franchement, sa performance à l'écran crève l'écran, vraiment, c'est complètement fou. Après, il y a plein d'autres acteurs, hein, comme l'actrice bien sûr de Jules, Hunter Schafer, qui joue super bien aussi. L'acteur de Fesco, Angus Cloud, qui joue parfaitement le mec, il arrive parfaitement à faire. Je sais pas si c'est sa vraie voix ou s'il la trafique un petit peu, enfin, pour faire vraiment cette voix un petit peu grésillante, qui fait un petit peu celui qui fume beaucoup de shit, quoi, le drogué de base. On a Maud Apato, bien sûr, pour Lexi Howard, Alexa Demi pour Maddie, Jacob Elordi qui joue Nathaniel Jacobs, donc Nate Jacobs. Absolument, bon, vous savez que je déteste ce personnage si vous avez vu mes trucs, mais je dois avouer que la performance, si je déteste autant le personnage, c'est vraiment parce que c'est super bien joué. Donc voilà, déjà, la première chose que je pourrais dire sur cette saison 2 et même sur Euphoria en général, c'est que c'est extrêmement bien joué et c'est intéressant puisque la force d'Euphoria, en fait, ce sont ses personnages. On va suivre le développement de chaque personnage et même des personnages secondaires, enfin qu'on pensait secondaires au début, vont être développés. Et ça, c'est encore une fois un coup de génie de Sam Levinson, qui est le créateur et l'auteur de tout simplement cette série Euphoria. Sam Levinson, qui est un génie tout simplement, qui a réalisé cette série, c'est un petit peu son bébé Euphoria. Et je dois avouer que déjà, lui, il est très fort en réalisation, hein. Sa réalisation est complètement folle et amène quelque chose d'unique et de fou dans cette série, mais il a surtout bien choisi ses acteurs et on sent que les acteurs donnent vraiment le maximum de leur performance et c'est magnifique à voir. Moi je m'y crois, quand je regarde Euphoria je m'y crois et c'est ça qui est beau. C'est pour ça d'ailleurs que je vous conseille fortement, je vous en supplie, de regarder Euphoria en VOST, VOST FR hein, si vous voulez, mais je veux dire de regarder Euphoria en VO parce que
moi, je j'ai pas de problème avec la VF. Je connais beaucoup de gens qui regardent en VF les trucs, mais c'est vrai que la VF, vous allez rater des performances d'acteurs complètement folles. Et je ne sais pas si le doublage français est aussi bien que la VO. Je ne pense pas. Quand même, regardez cette série en VO. C'est un petit conseil que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vraiment, tellement la performance d'acteur est unique et complètement inédite, parce que c'est super bien joué par des acteurs des fois qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas fait beaucoup de choses, hein. J'ai regardé, il y a des acteurs qui n'ont pas joué dans énormément de trucs et pourtant ils crèvent l'écran, et c'est ça que je trouve fantastique dans cette série. C'est que le casting est très bien choisi et les personnages sont très cool. Voilà, donc ça c'était pour revenir un petit peu sur les personnages. Après, on a du coup la réalisation, hein, Sam Levinson, une réalisation complètement folle qui avait plu énormément dans la saison 1, hein, une réalisation un petit peu déjantée, mais en même temps ouais, qui se concentre sur les musiques, qui se concentre sur le montage, Sam Levinson qui adore jouer avec notre esprit. Il y a beaucoup de flashbacks dans la série, mais il y a des flashbacks qui sont mélangés des fois, on le voit dans cette saison 2, à une pièce de théâtre, sans trop spoiler, hein, à une pièce de théâtre, etc. Et le but, c'est vraiment de nous mindfuck et de pas trop savoir si on est dans la pièce de théâtre ou si on est ou si on est du coup dans un flashback vrai dans la temporalité d'Euphoria. Il y a toujours ce truc-là. Il joue avec la temporalité. Il adore ça, Sam Levinson. Et des fois, on est enfin pas dans le futur, mais dans le passé, des trucs ouais futurs qui sont passés après certains événements. Genre par exemple, il va nous montrer un événement qui s'est passé genre quelques heures après un autre événement qui il va nous montrer avant ce qui s'est passé. Enfin, il adore jouer avec ça parce que ça joue avec notre cerveau et il adore ça. Et moi, j'adore ça parce que voilà, je suis un grand fan par exemple de la série Mister Robot. Et la série Mister Robot, c'était une série qui adore jouer avec notre cerveau, qui adore jouer avec nos émotions, etc. Et bah, Euphoria fait un petit peu la même chose et c'est ça que je trouve complètement fou. Les décors aussi. Les décors sont complètement fous dans cette série parce que c'est un petit peu tout le temps les mêmes, c'est-à-dire les maisons américaines, les rues américaines, le lycée bien évidemment, mais à chaque fois en fait on a un nouveau regard sur un tel décor. Par exemple, je prends l'exemple de la maison de Cassie et Lexi, qui est une maison, une très grande maison américaine, voilà, qui est vraiment très cool. Et au fur et à mesure, c'est assez marrant, mais il va y avoir une sorte de développement du décor où on va voir le jardin, chose qu'on n'avait pas vue avant. On va voir des parties, par exemple la partie salon qu'on a tout le temps l'habitude de voir, à un moment on va voir la partie cuisine, etc. Et ça joue aussi sur la lumière et les couleurs, et du coup en fait on a toujours l'impression de redécouvrir le décor alors que c'est une maison pourtant qui est familière. On pourrait penser par exemple aussi à la maison de Rue, l'actrice, enfin du coup de Zendaya, mais la maison de Rue, la personnage principale, qui on a l'habitude de voir, c'est la maison où on voit le plus. Rue en plus passe énormément de temps, cette maison avec ce long couloir, ces différentes portes, qui est pas une très grande maison, mais qui est quand même voilà une maison américaine, hein, dans un lotissement globalement sympa. Mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'on a un nouveau regard sur ce décor. C'est comme si à chaque fois on redécouvrait un petit peu la maison, alors qu'on a l'habitude de la voir et qu'on la voit depuis la saison 1, cette maison. Donc c'est assez intéressant, franchement, je trouve que là-dessus c'est très bien fait. Les décors sont retravaillés à chaque fois, notamment avec le jeu des couleurs, le jeu des lumières, etc. Pour qu'on ait l'impression de découvrir ces décors alors qu'on a l'habitude de les voir. Et ça, bah, je tiens quand même à le souligner que c'est très grand de faire ça. On ne se lasse pas des décors, on ne se lasse pas. On pourrait se dire, ouais, ça se passe tout le temps au lycée, ça se passe tout le temps dans leur maison. Ouais, mais à chaque fois, il y a un nouveau regard. Pareil, quand il y a une énorme fête dans la maison, une énorme fête dans la maison de quelqu'un, on a l'impression de voir la maison différemment parce qu'on va découvrir par exemple la piscine de cette personne. On va découvrir du coup sa maison complètement en bordel avec des verres partout, etc. Ouais, là, je fais un petit peu écho à l'épisode 1 pour ceux qui l'ont vu. Mais voilà, et franchement, j'ai été forcé de constater que c'est très bien travaillé et que Sam Levinson vraiment n'a pas lésiné le boulot sur les décors, sur la réalisation, sur les musiques. Les musiques d'Euphoria sont un petit peu la base solide, j'ai envie de dire que c'est quand même un pilier d'Euphoria. Les musiques sont tout le temps, partout. Il y a certains épisodes où il n'y en a pas, ou très peu, mais c'est fait exprès justement. Les musiques racontent à chaque fois des choses. Les musiques sont vraiment là pour accompagner la pièce et il y a des nouvelles musiques à chaque fois ou d'autres musiques qui reviennent. Il fait ce petit truc il va mettre une petite musique en fond dans un épisode et elle va revenir dans un autre épisode. Je pense notamment à l'épisode 7 et 8 où cette musique un petit peu western, cette musique classique, ouais, façon western, va revenir. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, excusez-moi, j'ai dû répondre au téléphone. Mais tout simplement, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, bah, Sam Levinson remplit avec brio ces choses-là, et les musiques à chaque fois ont un rapport avec la scène qui est en train de se dérouler. Et il y a des musiques originales qui ont été faites pour Euphoria, et c'est ça que je trouve absolument passionnant, c'est que
dans beaucoup d'épisodes, il va reprendre des musiques connues, que ce soit du rap US, de la variété aussi américaine, etc., de la pop américaine, mais il va aussi créer, enfin, des musiques ont été créées pour la série, et c'est ça que je trouve aussi intéressant. Des petites musiques façon classique, façon western, absolument magnifiques, qui vont parfaire l'ambiance, et qui vont faire que des scènes qui, de base, sans musique, n'auraient pas été complètement, ouais, complètement folles, si elles auraient été bien, mais voilà, bien sans plus, avec la musique, c'est des scènes qui deviennent parfaites. Et c'est ça que je trouve absolument impressionnant et complètement fou dans cette série. C'est que la musique arrive vraiment à parfaire des scènes, et c'est le but de la musique hein, au cinéma. Mais vraiment, j'ai l'impression de je me dis que la musique a vraiment une importance capitale et que des fois la musique va aussi prévoir ce qui va se passer parce qu'on va nous mettre une musique assez sombre et il va se passer quelque chose de sombre à l'écran. Et c'est ça que je trouve fantastique. Donc en bref, cette saison 2 et d'Euphoria arrive à se renouveler et on pouvait penser parce que là où la saison 1 va planter le décor, la saison 2 va arriver avec de nouveaux personnages. Hein. On a des nouveaux personnages comme Elliot, Laurie, Faye, l'autre gars, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, il y a des nouveaux personnages qui vont être mis en place et qui vont avoir une importance dans l'histoire, une très grande importance même. Et c'est ça que je trouve sympa. C'est pas juste des personnages qu'on a rajoutés et qui vont avoir un petit rôle secondaire. Non, c'est des personnages qui vont même des fois être au premier plan sur scène et qui vont vraiment avoir une importance dans la série. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Encore une fois, le travail des personnages est vraiment respecté et l'écriture du scénario est très très bien faite. L'écriture des personnages, bien sûr, mais l'écriture du scénario, parce qu'il y a quand même un fil rouge, plus ou moins. Il y a quand même un fil rouge, on va dire plus ou moins. Euh, mais voilà, moi je suis quand même, j'ai regardé quand même beaucoup de séries sur différentes plateformes de streaming, et c'est vrai que Euphoria, bah, je trouve que c'est un vrai moment de cinéma. C'est vraiment la beauté pure du cinéma, et des fois quand je regarde Euphoria, c'est comme si je regardais par exemple la trilogie du dollar. Vous savez, vous connaissez peut-être sûrement, mais la trilogie du dollar, c'est là où il y a le bon, la brute et le truand, mais pas que, hein, quelques dollars de plus et pour une poignée de dollars. Mais où Sergio Leone, qui est un réalisateur de génie italien, faisait vraiment du pur cinéma et racontait du cinéma. Avec Il était une fois dans l'Ouest, il était une fois dans l'Amérique, etc. Et bah avec Euphoria, c'est fou, mais j'ai retrouvé des sensations que j'avais quand je regardais Il était une fois en Amérique ou Il était une fois dans l'Ouest, par exemple. Et c'est ça que je trouve complètement fou, c'est que la série arrive, c'est une série pour adolescents et elle arrive vraiment à transcender l'écran et elle arrive vraiment à nous faire ressentir beaucoup d'émotions et à nous faire comprendre un petit peu plus cette génération, mais je mets des guillemets puisque j'en fais partie, puisque ça raconte l'histoire d'adolescents qui ont 17 ans, 18 ans, certains 19 ans, donc qui sont dans ma tranche d'âge et qui du coup forcément moi je vais un petit peu plus ça va un petit peu plus m'impacter parce que c'est des choses que j'ai vues au quotidien ou que j'ai pu vivre moi-même et c'est ça qui est cool. Après la série peut aussi intéresser les jeunes adultes, mais je pense pas que c'est une série par exemple qui va intéresser les personnes âgées, vous comprenez, parce que c'est vraiment une série qui se focalise sur les adolescents et qui présente un petit peu, sans prendre de parti, qui présente un petit peu comment est l'adolescence et comment sont les conflits intérieurs, la philosophie, le caractère, tout ça. Et les différentes choses par lesquelles ils passent, comme la drogue, le sexe, l'orientation sexuelle aussi, et plein d'autres choses en fait. Et c'est super intéressant, le décès par exemple d'un proche, etc. Mais franchement, non, ouais, c'est une série qui évoque beaucoup de sujets, qui a quand même un fil rouge et vraiment qui m'a bluffé. Et franchement, après cette saison 1, je m'étais dit, ah, la saison 2 va être ultra intéressante parce que c'était sûr qu'il y aurait une saison 2 après la saison 1. Et effectivement, la saison 2 est pour moi, à mon humble avis, meilleure que la saison 1 parce qu'elle arrive encore plus, je sais pas si le plus de budget Sam Levinson, mais elle arrive encore plus à vraiment à réussir à nous transporter. Là où la saison 1, on pourrait se dire c'est une excellente série, la saison 2, on peut se dire cette série, c'est un chef-d'œuvre. Et oui, je dis les grands termes, mais il faut que je le dise quand même. Et il faut que je le reconnaisse que cette série, c'est un chef-d'œuvre et que je vous la conseille vraiment. Voilà. Vous voyez là, je spoil pas trop. Je pense que je vais quand même. J'aimerais rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en partie spoiler. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé sur la saison 2 de Euphoria, eh bien, vous pouvez quitter cette vidéo. Si vous avez déjà vu la saison 2 ou que vous vous en fichez d'être spoilé, vous pouvez rester et écouter ce que j'ai à dire sur globalement cette saison 2 en spoiler. Alors déjà, moi j'aimerais revenir dans cette partie spoiler sur l'épisode 1. L'épisode 1 qui met un petit peu en place, l'épisode 1 qui est, que à l'époque j'étais là, waouh, incroyable l'épisode 1. L'épisode 1 qui signait le grand retour de Euphoria, puisque Euphoria c'était sorti en 2019, et là on a cette saison 2 qui sort en 2022, donc on revient 3 ans après, on va dire 2 ans, parce qu'il y a eu juste le Covid et ils ont eu des problèmes, mais on va dire, on revient 2 ans après, c'était une série qui s'était faite attendre,
Et franchement, moi ce que j'ai fait, c'est que je m'étais refait la saison 1 avant de regarder la saison 2, parce que j'avais vu en fait la saison 1 en 2019, et quand la saison 2 sort en 2022, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me refaire la saison 1 pour que ce soit frais dans mon esprit. Et j'ai bien fait de le faire, parce que du coup, on remarque certains petits détails qu'on n'avait pas vus au premier visionnage, voilà, à la sortie de la série, et ça m'a permis de me remettre dans le bain et d'enchaîner directement avec cette saison 2, avec le premier épisode de cette saison 2. Et je trouve que ça a signé un très grand retour. Ça commençait par une soirée, ça commençait par régler à des conflits qu'il y avait dans la saison 1. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fin de saison 1, il y avait une sorte de pas de cliffhanger, mais il y avait des conflits qui n'étaient pas encore réglés et tout. Et dès l'épisode 1 de la saison 2, ça va commencer à les régler. Il va commencer à y avoir tout ce truc-là. Je pense notamment à la bagarre entre Fesco et Ned Jacobs, mais aussi entre la relation entre Jules et Zendaya, enfin et Rue. Il faut que je dise Rue, pas Zendaya. Zendaya, c'est l'actrice. Mais franchement, voilà, je trouvais que vraiment dans cette grande partie, cet épisode 1 arrivait vraiment à signer le grand retour d'Euphoria et à montrer encore une fois que c'était une série pour adolescents qui valait mieux que toutes les autres boosts qu'on peut trouver sur Netflix et autres. Mais, euh, mais franchement, ouais, dès le début, j'ai été dans le truc, et c'est vrai qu'après, avec les épisodes, au fur et à mesure des épisodes, bah ouais, il y a des choses qui sont développées, et on voit les nouveaux personnages qui ont leur importance, comme le personnage de Laurie. D'ailleurs, assez intéressant, un personnage qu'on n'a pas vu dans les 3 derniers épisodes, si je me trompe pas. Non, on l'a vu dans le 6. On l'a pas vu dans le 7 et dans le 8, on n'a pas de nouvelles de Laurie. Alors pourtant, rappelez-vous, là encore, le conflit n'est pas terminé, que Roux devait vendre de la drogue pour Laurie, et que malheureusement cette drogue a été jetée. Enfin, malheureusement, non, je veux dire heureusement quand même, parce que moi je suis pas pour la drogue, mais je veux dire malheureusement pour Roux. Cette drogue a été jetée par la mère et Jules, la mère de Roux et Jules dans les toilettes, et du coup, bah, ça a fait arrêter la drogue à Roux, mais on n'est pas revenu sur ça parce que Laurie lui avait dit que si elle ne vendait pas la drogue, il pourrait lui arriver des choses mal. Et d'ailleurs, on repense à cette porte qui était fermée à clé avec un verrou, et on entendait des respirations vraiment bizarres, et limite des objets de torture avec le truc d'électricité qui clignotait chez Laurie. Tout ça, ça n'a pas été encore développé, mais je pense que ce sera développé dans la saison 3. Parce que oui, il y aura une saison 3, hein, il y aura peut-être même une saison 4, ça a déjà été dit. Donc ça, c'est très bon pour nous, les fans de Foria, c'est très bon de savoir qu'il y aura une saison 3, une saison 4, et que la série va prospérer, et que là, la saison 2 n'est pas la saison finale. C'est toujours bon de le savoir, et c'est toujours bon de le redire à voix haute. Mais donc voilà, il y a pas mal de petits éléments comme ça. On a un personnage qui avait une importance dans la saison 1, qui était McKay. McKay qui était le petit copain de Cassie et tout, qui avait une importance dans la, dans la saison 1. Et dans la saison 2, zéro importance. Dès l'épisode 1, on le voit juste dans l'épisode 1, et encore il fait une brève apparition dans l'épisode 1. Et après, on ne le reverra plus du tout de la série, enfin de la saison. Et du coup, moi je trouve ça dommage, parce que c'était un personnage que j'appréciais et j'aimais bien son développement de personnage. Mais c'est vrai que dans l'histoire, il n'aurait pas vraiment sa place, puisque Cassie va passer à autre chose et va commencer à tomber vraiment, vraiment amoureuse de Nate Jacobs, et toute la série va se concentrer, enfin toute la saison, cette saison 2, va plutôt se concentrer sur la relation Cassie-Nate Jacobs que Cassie-McKay, qui était la relation dans la saison 1. Et ça, c'est assez intéressant. On rajoute des personnages, et on en a enlevé certains autres. Pareil, le personnage de Kat est passé complètement au second plan, là où elle était vraiment un petit peu au premier plan lors de cette saison 1. Je trouve que dans cette saison 2, au début, ça va, elle est quand même encore là, mais elle est vraiment personnage secondaire qui accompagne vraiment Maddie partout, et qui est la meuf qui essaye d'interrompre les disputes. C'est vraiment son rôle. Je pense que son développement est terminé, je l'espère pas, mais voilà, on a l'impression que son développement de personnage est terminé, et que du coup, bon, on n'aura pas plus. On sait juste qu'elle a quitté l'autre, du coup, elle a quitté Ethan. Ethan d'ailleurs, qui est absolument splendide dans la pièce de théâtre finale de Lexi. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis la grande nouveauté aussi de cette saison 2, c'est vraiment la pièce de théâtre de Lexi, qui est annoncée dès l'épisode 2, et qui vraiment va tout changer, puisqu'on va vraiment avoir un truc, une mise en abîme complètement folle, et ça va vraiment être la rencontre entre Oklahoma, la pièce de théâtre, et Euphoria, la série qu'on est en train de regarder. Tout ça dans Euphoria. C'est assez fou, c'est assez fou. Mais encore une fois, Sam Levinson joue avec nos cerveaux. Mais c'est ça qui est absolument génial, puisque cette pièce de théâtre va se tenir lors de l'épisode 7, va commencer dans l'épisode 7 et va se terminer à la fin de l'épisode 8. Et c'est ça que je trouve super intéressant, puisque bah, prendre 2 épisodes pour vraiment développer cette pièce de théâtre, c'est pas juste une pièce de théâtre qui est restée 20 minutes à l'écran lors d'un épisode et qui après est nextée. Non, c'est un passage très important qui montrait que Lexi était depuis le début la pièce maîtresse de la série Euphoria, même un petit peu plus que Roux. Enfin, aussi autant que Roux, puisque Lexi a toujours été le soutien moral de tous les personnages de Euphoria, c'est toujours été la personne qui écoutait, et cette pièce de théâtre était un peu la consécration de tout ce qu'elle a englobé autour d'elle, de tout ce qu'elle a,
tout ce qu'elle a vécu, de tout ce qu'elle a vu, etc. Et la scène où Cassie lui dit toi t'as rien vécu, c'est moi qui ai toujours souffert, on pourrait dire ouais c'est vrai, bah non en fait c'est pas vrai puisque Lexi a toujours été là et a toujours vu les autres souffrir et du coup elle aussi ça l'a fait souffrir et c'est pour ça qu'elle a fait une pièce de théâtre qui raconte un petit peu tout ça et qui va blesser Cassie énormément. Mais franchement, ouais, ça a été aussi intéressant bah, la relation entre Nate Jacobs et Cal Jacobs, son père bien évidemment, et aussi un petit peu plus en détail le frère, on voit dans cette saison 2, ce qu'on n'avait pas vu dans la saison 1, le frère de Nate Jacobs et la mère qui sont aussi développés et qui vont avoir droit à quelques scènes marquantes, à quelques dialogues intéressants. Et c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est que des personnages qu'on n'avait pas du tout développés, qu'on n'avait même pas vu dans la saison 1 une d'Euphoria, et là dans la saison 2, on les voit et tout. À chaque fois, voilà, ça participe encore au développement de personnage là de Nate Jacobs et on a vu aussi le développement de personnage de Kel Jacobs avec un flashback de son enfance, enfin de son enfance, de son adolescence quand il était au lycée, de son meilleur pote, etc. Et de pourquoi il est, enfin de comment il est devenu homosexuel et de voilà tout simplement sa vie. Et malheureusement, Cal Jacobs n'aura pas vraiment le droit au bonheur puisqu'à la fin de la saison 2, il va se faire arrêter par son propre fils, enfin par la police, mais dénoncé par son propre fils, voilà, pour les vidéos pornographiques qu'il a réalisées sur mineurs. Bon, lui, le père, il savait pas que c'était des mineurs, mais c'est vrai que bon. En plus, il est filmé à son insu, ce qui est interdit. Enfin, il est filmé, ouais, sans que eux le sachent. Donc ça, c'était globalement interdit. Donc oui, oui. Bon, clairement, si vous me demandez mon avis, je pense que Cal Jacobs mérite quand même d'aller en prison tout de même parce que bon, n'oubliez pas que bon, c'est quand même, il a quand même un comportement un petit peu de psychopathe quand il était au lit. Voilà, voilà. Certains auront des scènes assez marquantes qui m'avaient marqué dans la saison 1 et qui me vont marquer un petit peu dans la saison 2. Mais voilà, il y a plein de choses. Là où la saison 1 mettait vraiment en place, la saison 2 développe ce qui a été mis en place et rajoute même quelques éléments. Et en rajoutant des personnages comme Elliot et personnages qui au début on pensait secondaires et qui en fait doivent avoir une importance complètement folle dans la série. Pareil pour Laurie et pareil pour Faye. Faye qui était le personnage le plus osef qu'on découvre au début de cette saison 2. On était en mode ouais, bah les couilles, c'est une camée, c'est une junkie, on la reverra plus. Et en fait, elle va avoir une importance capitale dans la série puisque c'est grâce, ou je sais pas, c'est non, pas vraiment grâce, mais disons que elle va essayer de sauver Fesco de la police. Bon, ça va pas marcher, il va se faire arrêter à la fin, mais au moins il n'est pas mort. Vous imaginez si Ash avait tué Fesco? Ce serait chaud quand même. Moi, ça m'aurait fait beaucoup de peine. Bon, Ash, le décès de Ash, hein, je vous avais dit que la série devait se terminer par un décès. En vérité, ce sera deux décès, puisque c'est le décès de Ash et le décès du personnage beaucoup plus secondaire qui était le pote de Fesco, qui était une balance auprès des flics. Donc deux morts dans cette saison de Euphoria, ça fait quand même un paquet de trucs dans une vie. Et Ash qui était quand même un personnage qui avait un développement ultra intéressant, surtout qu'on avait un flashback sur lui, on avait eu un flashback sur lui et sa relation avec Fesco. Et je pense que ça va absolument pour la suite, dans la saison 3, etc., détériorer et complètement détruire Fesco et qui va avoir énormément de mal à se reconstruire puisque il connaît, enfin voilà, il a éduqué Ash, voilà, il a vraiment géré, c'est son petit frère, même si je rappelle que c'est pas son frère de sang, c'est juste un enfant qui était sur un deal de drogue et qui a été récupéré par la grand-mère de Fesco. Donc voilà, encore une fois, du grand génie, une photographie aussi absolument magnifique, hein, des plans complètement fous, très ecclésiastiques à des moments dans des églises avec des covers en gospel, enfin des covers, qu'est-ce que je raconte, des chansons en gospel tout simplement, mais absolument magnifique. Oui, des covers parce que c'est des sons connus, mais c'est ça, ouais, c'est des sons connus mais qui sont refaits en gospel. Mais voilà, franchement, ça aussi c'est très très cool, hein. Moi j'adore le gospel, donc forcément ça me touche. Et voilà, il y a toujours ce truc-là où le Jésus est toujours là, le Lord est toujours là. Et je sais pas trop ce que ça véhicule dans la série, mais il y a toujours quand même un message très ecclésiastique et très chrétien. N'oublions pas que c'est une série américaine et que l'Amérique est globalement protestante, hein, donc chrétienne. Mais voilà, du côté protestant. Mais du coup voilà. C'est globalement une très très bonne série que je conseille absolument à tout le monde de regarder. C'est une série voilà, qui vraiment prend aux tripes et est beaucoup plus intelligente et moins bateau que d'autres séries pour adolescents. Je pourrais prendre pour exemple Riverdale, Teen Wolf, etc. Loin de moi de critiquer Riverdale, Teen Wolf, Elite, etc. C'est juste des séries qui sont moins intéressantes par rapport à Euphoria, puisque Euphoria va vraiment mettre les moyens et quand elle veut montrer des choses, elle va montrer des choses quitte à choquer. C'est la série où j'ai vu le plus de pénis et de vagin, hein, je peux clairement le dire. C'est voilà, c'est pas d'habitude, c'est pas souvent à l'écran qu'on. La nudité est devenue, je pense,
un petit peu une base maintenant dans beaucoup de séries, dans beaucoup de films. On voit la nudité des femmes, notamment tout ce qui est seins, etc. Enfin, fesses. Mais les fesses, ça a toujours été un peu le cas. Mais là, vraiment, dans cette série, on a une nudité homme et une nudité femme qui est vraiment complète. Un petit peu en mode Adam et Ève, qui rappelle encore une fois la chrétienté. Mais voilà, donc ça, c'est intéressant. J'ai jamais vu autant de pénis que dans Euphoria, quoi. Ça me fume à chaque fois de le dire, mais c'est vrai. Soyez prévenus si vous n'avez jamais commencé la série. Mais voilà, donc globalement, je trouve que c'était une excellente saison. Je crie au chef-d'œuvre et je trouve que c'était une bien meilleure saison que la saison 1, même si la saison 1 était excellente, bien évidemment. Mais la saison 2 arrive vraiment à faire mieux. C'est comme si un rappeur sortait un album de rap absolument incroyable et que son deuxième album était encore mieux et il arrivait à se renouveler. Bah là, c'est exactement ce que Euphoria arrive à faire. Donc encore une fois, GG à Sam Levinson et GG à tout le casting et l'équipe. Et merci à HBO de produire cette série. Ils ont mis vraiment le paquet, les moyens. Et je rappelle encore une fois que les séries HBO sont absolument magnifiques et géniales. Voilà, j'ai pas regardé toutes les séries HBO du monde non plus, mais toutes les séries HBO que j'ai vues sont des masterclass. Je repensais notamment aux Sopranos aussi, les Sopranos qui est une série complètement folle. Donc voilà, je pense que j'en ai dit assez sur cette saison 2 d'Euphoria. Ça clôt l'arc Euphoria de ma chaîne YouTube. J'ai quand même fait beaucoup de vidéos. Bah, j'ai fait 8 vidéos, là c'est la 9e vidéo sur le sujet, vu que j'ai fait une analyse de chaque épisode. Voilà, donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je sais que la situation en ce moment c'est tendu, hein, politiquement, etc. Bon, je vais pas vous dire ce qui se passe dans cette vidéo, je pense que vous le savez très bien, mais c'est tendu ce qui se passe, donc le cinéma sert toujours un petit peu d'évasion et nous permet de nous échapper de cette réalité parfois morbide. Et des fois je me dis que la réalité est pire que la série, quoi. C'est assez fou, quoi. Mais voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, regardez les films, regardez les séries. C'était Nitobac, votre serviteur, votre plus humble serviteur. On se retrouve, je pense, dans un petit moment, quand j'aurai envie de faire une petite vidéo, etc. En ce moment, je suis en train de regarder Assassin's Creed Valhalla sur Netflix. Je suis pas vraiment fan de la série, mais je reviendrai un petit peu, je pense, je ferai une vidéo dessus. C'était Nitobac, prenez soin de vous, peace out.